Bonjour et merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à ce webinaire, d'autant plus que l'invitation vous a été lancée il y a peu, donc voilà, encore une fois merci. Le sujet aujourd'hui de ce webinaire est de vous présenter de manière très synthétique, hein, on le souhaite suffisamment clairement pour vous permettre de vous projeter et peut-être de nous poser plus de questions ou de trouver d'autres réponses par ailleurs sur le plan France Relance qui, comme vous le savez, a été voulu par le gouvernement pour relancer l'économie d'une part, mais également euh, la transformation numérique et la digitalisation des services de l'État. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Le webinaire est prévu pour durer, si je ne m'abuse, 30 minutes à 40 minutes. Donc, on va essayer de faire assez rapidement. Vous avez, comme je le disais, la possibilité de poser des questions sur la droite de votre écran. On y répondra à la fin de notre présentation. On ne répondra peut-être pas à toutes, mais en tout cas, toutes vos questions trouveront des réponses par mail par la suite, hein. On pourra également vous partager le support et la vidéo enregistrée de ce webinaire. Voilà, Charles Juel, je me présente, je suis directeur commercial d'Atoll Conseiller Développement, je vais vous présenter rapidement, hein. Je suis accompagné par Hervé Chavas, qui est notre responsable du pôle RPA chez Atoll CD, et Bonjour. Pierre, je te laisse te présenter. Et donc Pierre Aubry, directeur de mission chez Artimon. Bonjour à tous. Euh, alors, nous allons commencer. Hervé, si tu veux. Voilà, merci. Donc, par le programme aujourd'hui, nous allons vous présenter rapidement nos sociétés, Artimon et Atoll CD, vous faire cette introduction au plan de relance autour de la transformation numérique de l'État et des services publics. On y verra que dans ce plan de relance sont identifiés un certain nombre de technologies ou en tout cas de périmètre et donc on fera le focus sur notamment l'automatisation des services par le biais de la RPA pour vous expliquer également de quelle manière nous avons l'habitude dans notre partenariat avec Artimon et Atoll CD d'accompagner dans ces projets structurants et innovants les opérateurs d'État et les collectivités que nous accompagnons. Et puis on tâchera de répondre à vos questions. Je laisse la parole à Pierre pour Artimon. Oui, donc Artimon, Artimon est un cabinet de conseil en transformation des organisations et transformation numérique qui est indépendant et nous travaillons maintenant depuis quelques années avec Atoll sur des projets de transformation numérique notamment. C'est un cabinet qui aujourd'hui fête ses 26 ans d'existence, donc une année de plus, et qui regroupe aujourd'hui 90 collaborateurs. Artimon, au-delà du cabinet de conseil, c'est aussi un studio de recherche qui investigue autour notamment des apports de la transformation numérique, avec notamment 3 thématiques de recherche aujourd'hui, le MAS, la mobilité as a service, la transformation numérique des services publics et l'intelligence artificielle dans les RH. Nos savoir-faire sont assez variés, je dirais, ça va de la stratégie opérationnelle jusqu'à la conduite et la mise en œuvre des projets, en passant par la conduite du changement, la transformation numérique autour de la performance des systèmes d'information, le pilotage de la performance et l'efficacité des organisations et des processus. Hervé, tu peux passer. Voilà. Nous avons quelques expertises, notamment des expertises sectorielles, l'immobilier, la mobilité, l'aéro, le secteur public, hein, qui est notamment le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et le secteur public au sens large, hein, à la fois les administrations centrales et les collectivités territoriales, ainsi que les opérateurs, et également le secteur des médias. Et sur ces secteurs, nous sommes capables d'adresser les fonctions cœur de métier, donc notamment les politiques publiques en tant que telles, plus quelques spécialités autour des fonctions support que vous avez juste en dessous, finance, achat RH et digital, la gestion de la data et les systèmes d'information. Merci Pierre. Alors, Atoll Conseil et Développement, nous sommes une
une société de services numériques. On existe donc depuis 2000, qui nous fait fêter nos 20 ans cette année. Une entreprise de services numériques tournée autour de la transformation numérique et la digitalisation de process métiers, avec cette implication que l'on veut auprès de nos clients dans l'humain, c'est-à-dire de concevoir et de construire et de maintenir des solutions applicatives informatiques qui soient tournées vers les utilisateurs et en capacité d'apporter toute l'innovation nécessaire sur un certain nombre de domaines d'expertise. Nous sommes aujourd'hui 170 collaborateurs avec un faible turnover, ce qui est assez rare pour le noter dans notre domaine. On a effectivement une politique, encore une fois, tournée autour de l'humain qui est très importante. Nous sommes basés à Gevrey-Chambertin, vous connaissez peut-être pour le vin, mais nous avons également des bureaux à Paris et à Lyon, où je me trouve moi personnellement. Parmi 170 collaborateurs, nous avons 50 personnes sur le pôle ECM, Capture et RPA, qui va représenter la dématérialisation et l'automatisation autour des documents et des flux de données. Nous avons la chance d'avoir pu maintenir notre chiffre d'affaires cette année et nous visons un chiffre d'affaires en augmentation encore une fois cette année pour atteindre 12 millions d'euros. Sur la slide suivante, pour vous présenter de manière assez globale la manière dont nous menons les projets avec nos clients, il s'agit essentiellement d'aller pouvoir urbaniser et adresser les différents flux que constitue le système d'information, en l'occurrence gestion des flux entrants, des flux circulants, ainsi que des flux sortants. C'est de telle manière que l'on met en œuvre des technologies de type téléservices, GRC, GRU, mais également BPM et process pour les procédures internes. On va les réfléchir pour les utilisateurs qui peuvent être d'un côté des agents, de l'autre côté des citoyens, et d'aller, j'allais dire, automatiser, mettre de la logique et de la performance dans ces procédures pour accélérer leur traitement. On va donc créer des interfaces portage, pardon, reste sur la slide précédente, s'il te plaît, Hervé. Merci. Donc sur les interfaces de type intranet, extranet, application mobile, et on va chercher à créer du lien avec notamment des outils de GED, des outils d'archivage, avec, je le disais, des process type BPM et également RPA. La data et la BI, donc le traitement des données métiers, les données d'exploitation sont extrêmement importantes quand on parle de dématérialisation et de transformation numérique pour pouvoir faire du reporting sur l'efficacité de l'ensemble de ce système d'information. Donc là, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Nous travaillons à 80% avec le secteur public et nous avons la chance d'avoir, malgré le jeu des marchés publics qui est, dans lequel on s'inscrit bien évidemment, des clients qui nous sont fidèles, tels que la ville de Paris par exemple, ou les ministères comme le ministère des Finances, avec qui on a la chance de travailler sur deux périmètres qui sont la dématérialisation d'un côté avec Alfresco et la data BI avec la mise en place depuis plusieurs années d'une brique blanche décisionnelle. Donc aujourd'hui, voilà, entre les ministères, les EPIC, les opérateurs d'État, les EPST, les universités, les départements, les grandes villes et métropoles comme les régions et les SDIS, nous avons aujourd'hui beaucoup de clients, comme vous voyez, du secteur public. La slide suivante. Voilà, et donc là, on va pouvoir passer au sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir comment le plan France Relance, voulu et publié par l'État, peut vous aider dans ces projets de transformation numérique pour la mise à niveau du numérique de l'État et des territoires. Sur la slide suivante. Donc, il a été paru il y a quelques semaines de ça sur le site France Relance, le volet destiné à l'administration et qui s'appelle donc la mise à niveau numérique de l'État et de ses territoires. Il est clairement identifié des appels à projets qu'on va pouvoir un peu vous détailler, en tout cas vous expliquer leur fonctionnement, qui visent à aller fournir des moyens de financement sur des projets structurants et innovants autour de la transformation du numérique sur les territoires et sur les opérateurs d'État et l'administration centrale.
Aujourd'hui, sont clairement identifiés les appels à projets qui visent à financer les opérateurs publics d'État, centraux et décentralisés. Ceux qui concernent les collectivités locales et territoriales vont être publiés, mais sont à ce jour pas encore publiés. Le message qui est affiché par le gouvernement, c'est à venir dans les prochains jours. Vous verrez qu'on a investigué un peu et qu'on a un petit peu plus d'informations. Sur la slide suivante. Ce plan de relance, à qui est-il donc destiné? Je le disais, administration d'État, centralisée et décentralisée, les opérateurs d'État, les collectivités territoriales, mais également locales, ou bien les groupements de collectivités. L'objectif de ce plan de relance, c'est donc de fluidifier, améliorer la performance et les résultats des échanges, notamment avec le citoyen, et de favoriser l'accès aux services publics numériques, notamment pour les personnes en situation de handicap, par exemple. Donc, comment cela doit se mettre en œuvre? Donc, la modernisation des méthodes de travail sur la partie optimisation du système d'information pour les agents, dégager effectivement du temps, j'allais dire d'instruction, du temps à valeur ajoutée pour les agents grâce à l'automatisation de tâches rébarbatives, la faible valeur ajoutée dans le système d'information, l'amélioration du travail collaboratif. Et donc, pour ce faire, l'État met les moyens à disposition à hauteur de 500 millions d'euros voilà, sur une trentaine de thématiques, avec pour objectif, qu'on va pouvoir détailler un petit peu par la suite, le financement, le subventionnement à hauteur de 75% de la plupart des projets, et donc des modes d'instruction rapides pour que les projets avancent entre les appels à projets et des modes guichets. Sur la slide suivante. Là, je te laisse la parole, Pierre. Oui, donc effectivement, nous avons, donc vous l'avez compris, il y a 16 dispositifs qui sont proposés par l'État pour venir en soutien du développement des projets numériques. Et parmi ces 16 dispositifs, on a choisi de faire un focus sur 4 dispositifs qui sont des dispositifs orientés solutions. Alors, il y en a d'autres qui sont intéressants et qui sont mis en bas de la diapositive. Donc, le premier dispositif sur lequel nous avons fait un focus, c'est un dispositif orienté sur la dématérialisation des démarches administratives en ligne. Donc, on a un observatoire qui présente 250 procédures référencées. Le lien de l'observatoire est juste en bas de la diapositive. Et donc, l'État se propose de financer, par le biais de la DINUM, la dématérialisation complète de ces 250 démarches administratives. Soit la dématérialisation, et si elles sont déjà dématérialisées, l'amélioration de ces démarches sur la base de 7 critères qui ont été définis au sein de l'Observatoire. À titre d'exemple, trois de ces 7 critères: l'accès via un terminal mobile à ces procédures administratives, le raccordement à France Connect, et puis l'application du principe dites-le nous une fois. Donc vraiment, on est dans la logique d'amélioration des services et des parcours usagers autour de la dématérialisation de ces procédures. Donc on a aujourd'hui, pour cette procédure, pour ce dispositif, mais comme pour les autres, un financement à hauteur de 75% qui peut être possible, avec une prise en charge sur les fonds de l'administration, collectivité, État ou opérateur, à hauteur de 25%. Le budget sur cette aide prévisionnelle 2021-2022 est de 32 millions d'euros. Donc, vous voyez que c'est un projet assez conséquent, mais qui finance quelque part des projets avec des tailles relativement significatives, puisqu'on est autour de 50 000 à 1 million d'euros pour la taille des projets qui sont financés. Donc, on voit d'une manière générale, et ce sera le cas aussi pour tous les dispositifs, qu'on finance des projets très significatifs qui doivent avoir un impact concret sur la transformation de bout en bout de la chaîne de traitement de la relation avec l'usager.
Donc ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif sur lequel nous avons souhaité faire un focus, il est assez intéressant parce qu'il s'adresse plutôt à l'agent et au portail de l'agent. Donc l'idée, c'est un dispositif qui vise à financer des approches de digital workplace, c'est-à-dire de bureaux de l'agent numérique avec des services intégrés. Donc ce dispositif attire vraiment l'attention des soumissionnaires ou des candidats, je dirais, au financement, sur le fait d'offrir des services intégrés aux agents pour qu'ils puissent réaliser les tâches qu'ils ont à faire. Et donc, ce dispositif vient financer aussi la migration vers des infrastructures utiles au déploiement de ces solutions intégrées d'écosystèmes de travail collaboratif numérique de l'agent. Donc là, on est également sur des projets très significatifs, hein, puisque on adresse des projets qui vont de 500 000 à 8 millions d'euros, hein, parce que justement, il y a ce sujet d'infrastructure qui est relativement onéreux. Le troisième dispositif qu'on a souhaité illustrer, il est orienté data. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre la donnée au cœur des décisions et des politiques publiques. Et donc, c'est un dispositif qui va adresser des sujets d'open data, de mise en qualité de vos données et donc de mise en place de systèmes de valorisation de ces données. Donc, ça va adresser évidemment des sujets de décisionnel, d'échange de données, d'open data, d'archivage et aussi probablement de master data management si on parle solution. Donc, on est sur une enveloppe, vous voyez, qui est relativement importante également hein, pour les projets. Alors, cet ITN5 a la particularité de pouvoir passer par des appels à projets ou des modes guichets, donc au titre de financement sous forme de subvention. Donc, le mode guichet est plutôt réservé aux projets de plus petite taille, l'appel à projet aux projets de taille très significative. Et on est également sur les tailles de projets importants. Et enfin, le quatrième dispositif sur lequel on a souhaité focaliser au cours de notre présentation, parce qu'on juge qu'il est très important et très significatif aujourd'hui, c'est l'amélioration de l'efficience des services publics qui vise notamment à l'automatisation des tâches transactionnelles les plus répétitives. Donc, on est très clairement sur l'utilisation de la robotique, de la RPA, hein, Robotic Process Automation, qui va permettre notamment de diminuer les activités récurrentes qui sont très chronophages et qui sont de faible valeur ajoutée, si on peut les qualifier comme ça, qui va également permettre de limiter les ruptures applicatives et notamment les besoins d'interfaçage, d'intégration des solutions les unes avec les autres. Et je dirais aussi les ruptures applicatives qui font suite à toutes les démarches de dématérialisation que vous avez pu mettre en place. La dématérialisation amène quand même très souvent de la manipulation bureautique, du traitement de documents que la robotique peut aider à simplifier et à automatiser. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis également, il y a un troisième aspect dans cet appel à projet qui est très important, c'est le développement des contrôles automatisés par la RPA. Donc, ce sont les trois sujets qui sont portés par cet appel à projet, avec un premier appel à projet qui aura lieu, enfin, qui a eu lieu le 30 novembre 2020 et d'autres vont suivre. Et on est également sur des projets, vous voyez, qui sont de taille assez significative, puisqu'on est à 250 000 euros minimum en termes de budget projet pour les administrations centrales et 150 000 euros pour les administrations déconcentrées. Merci Pierre. Alors, ici, vous l'avez compris, on a accès aux informations sur les typologies de projets qui sont destinés donc dans l'ITN 8 que l'on vient d'introduire pour l'administration centrale. Et on souhaitait un peu faire la projection sur ce qui est appelé à sortir, alors non pas au 2 janvier 2020, on pense que c'est une erreur, mais que c'est plutôt le 2 janvier 2021, le pendant pour les collectivités locales et territoriales qui portent le même nom et qui portent presque le même code, puisque c'est l'ITN 7, soutien à l'innovation et à la transformation numérique de l'État et des territoires. Voilà, vraisemblablement, on peut supposer que les typologies de projets seront proches
ou identiques. Et donc, ça nous paraissait intéressant également d'inviter nos clients et contacts collectivités à se projeter sur ce qui risque d'être à leur disposition pour le financement France Relance en 2021. Est-ce que tu peux passer? Voilà, merci. Dans l'intitulé et la présentation de l'ITN 8, donc améliorer l'efficience des services publics par l'automatisation et l'optimisation, il est clairement fait référence aux objectifs qui est d'améliorer ou de répondre aux irritants fréquemment rencontrés par les administrations en y mettant une meilleure intégration et automatisation des process dans la chaîne de procédures. Et il est également clairement identifié que cela est possible par l'utilisation de solutions de type RPA. L'automatisation, comme le disait Pierre, des tâches de contrôle, la collecte des données et de saisine nécessitant pas de prise de décision. Ça, c'est ce que nous allons pouvoir vous présenter puisque nous avons un fort retour d'expérience sur ces questions. Sur la slide suivante. Pour rappel, donc, sur un peu ce que disait Pierre, je ne vais pas paraphraser. Donc, on a ici le détail de l'éligibilité sur ce qui est de l'ITN 8 et des montants. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons identifié que le cadencement des appels à projets serait a priori trimestriel. Donc, entre février et mars 2021, la prochaine itération devrait arriver et ça permet de maintenir des budgets pour, on l'espère en tout cas, celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément aujourd'hui prêts à projeter, à cadrer un projet mature. Ça laisse le temps d'y travailler, en tous les cas en début d'année, et de qualifier les avantages et les perspectives de la RPA. Sur la slide suivante. Là, je te laisse la parole, oui. Pierre. Donc, effectivement, on a analysé les critères principaux de sélection de l'appel à projet, à partir notamment du dossier de candidature que vous serez amené à remettre si vous candidatez à cet appel à projet. Et donc, on a 5 critères. Le premier se porte sur les résultats attendus, avec une volonté de bien mettre en évidence les bénéfices qui sont apportés aux usagers et ou aux agents. Donc, on est vraiment sur la transformation vis-à-vis de la relation des usagers, mais aussi sur la transformation interne de vos structures, ce qui est logique, puisqu'en fait, l'idée, c'est d'avoir des projets assez emblématiques et qui vont de bout en bout dans, je dirais, l'automatisation de la chaîne. Sur ces résultats attendus, il y a également une attention à porter sur le fait d'avoir une approche qualitative, mais aussi une approche quantitative, avec la mise en place d'indicateurs qui pourront être mesurés, pilotés et suivis dans le temps, puisque ensuite il faudra, je dirais, porter à connaissance des financeurs, donc notamment sur cette ITN 8C, c'est la DITP, et bien porter à connaissance de la DITP l'atteinte des résultats que nous aurions mis dans le dossier de candidature. Deuxième sujet, deuxième critère, c'est le projet. Charles l'a évoqué. Il y a un sujet de maturité, il y a une question sur la maturité. Est-ce que votre projet a déjà fait l'objet d'une expérimentation, d'une étude de faisabilité? Donc, si vous avez fait des POC préalables, eh bien, donc des expérimentations préalables, c'est bien. Ça permet quelque part de consolider et de solidifier votre dossier de candidature. Si vous n'en avez pas fait, c'est pas non plus rédhibitoire, puisque ça peut aussi adresser des projets sur lesquels on a une certaine certitude quant à l'aboutissement du projet. Également, par rapport aux caractéristiques du projet, il y a quelques points clés qui sont relevés. Le sujet du sponsor. Il faut un projet qui soit porté, d'une manière générale, par des sponsors assez haut placés dans la hiérarchie, parce qu'ils considèrent que ça doit être des projets très structurants, et donc qui doivent faire l'objet d'un portage de direction. C'est un point important. Il y a le sujet de la gouvernance aussi. Gouvernance projet qui doit présenter eh bien, comment on met en place une gouvernance dans la période projet, mais aussi au-delà de la fin du projet, pour pouvoir piloter et suivre, je dirais, l'amélioration continue des dispositifs mis en place
pour pouvoir garantir justement les résultats ciblés. Ça, c'est important. Et puis, de s'engager sur une feuille de route autour du projet. Sur le critère acteurs et parties prenantes, là, je vais insister surtout sur une caractéristique de ce sujet. Ils attendent à ce que les parties prenantes et donc les bénéficiaires finaux, quelque part, du projet soient intégrés dans la démarche projet. Donc, si on a des projets qui sont orientés usagers, il faut imaginer un dispositif qui permette de réunir autour de la table, dans les phases d'expression de besoin, de définition du projet, eh bien, des représentants des usagers. Et je dirais c'est le même principe quand on est sur des projets orientés agents. Donc c'est un point très important puisqu'on est vraiment sur des approches, de manière générale, c'est transverse à tous les projets, hein, user-centric, c'est-à-dire centré vers l'utilisateur, qui vise à traiter les irritants des parcours utilisateurs. Quatrième critère, c'est le potentiel de mutualisation et de réplicabilité. Donc, on veut des projets structurants qui soient pérennes et réplicables. Donc, si vous faites un projet, par exemple, sur l'automatisation d'un dispositif de gestion de subventions ou de gestion d'une demande, s'il peut être répliqué sur les autres typologies de demandes ou typologies de subventions que vous avez au sein de votre structure, c'est un point très fort. Également, si vous êtes sur un service qui a un rayonnement territorial et que vous pouvez le porter, ce projet, je dirais, au profit de structures publiques, hein, de votre territoire, c'est également un élément très fort puisqu'on est aussi sur des principes de co-innovation. Donc, c'est des éléments qu'il faudra bien valoriser dans vos dossiers. Et puis, je dirais évidemment, le dernier point, c'est quelles économies en gains d'euros on va pouvoir générer avec ces projets, les recettes supplémentaires générées. Alors, ce projet et ce financement attirent l'attention quand même que l'idée, c'est pas nécessairement de calculer un ROI, hein, ils le mettent noir sur blanc, mais il faut malgré tout quand même essayer d'évaluer les recettes supplémentaires qu'on pourra générer avec ce type d'initiative. Merci Pierre. Donc afin d'illustrer tous ces propos, nous allons vous présenter un cas d'usage qui utilise la technologie RPA. Donc c'est une technologie qui est clairement mentionnée dans l'appel à projet, améliorer l'efficience des services publics. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technologie logicielle, hein, qui signifie Robotic Process Automation, et dont l'objectif est de reproduire les actions que ferait un utilisateur, un agent. Donc la RPA permet d'automatiser un processus manuel et chronophage, et il vient en accompagnement des personnes, en accompagnement de l'agent, sans le remplacer. Donc là, on insiste sur le fait que le robot vient surtout en complément d'actions qui sont réalisées par une personne. Donc, pour illustrer concrètement le sujet, nous avons choisi un projet que nous avons réalisé pour un conseil départemental dans le cadre d'une automatisation du processus APA pour aide aux personnes âgées. Donc, les irritants constatés portaient principalement sur le fait que le processus était entièrement réalisé manuellement et qu'il n'y avait aucune interopérabilité entre les systèmes. Donc le service rendu était très long, voire très très contraignant pour les agents, et il y avait quand même pas mal d'erreurs de saisie sur cette problématique-là. Donc on a mis en place un projet avec le processus et la démarche qui est listée là sur la slide, qui part de l'analyse du processus avec les métiers jusqu'à la maintenance en conditions opérationnelles, en passant par une phase de POC, de Proof of Concept, pour en déterminer la faisabilité et les retours sur investissement, et puis une fois que le POC a été validé, la mise en production du processus. Donc en synthèse, c'est un projet qu'on a réalisé avec la technologie UiPath. On est partenaire de l'éditeur UiPath, qui est leader en termes de RPA sur le marché français, mais aussi sur le marché mondial. Donc on a réalisé ce projet-là sur
la problématique APA dont l'objectif est d'aller collecter des données et des documents sur un téléservice qui s'appelle Démarche simplifiée, que tout le monde doit connaître. L'idée, c'est de récupérer et de collecter l'ensemble de ces données et documents pour pouvoir les transférer et enrichir l'application métier. Donc là, en l'occurrence, c'est une application dans le domaine social qui s'appelle Genesis et qui ne possède pas et qui ne met pas à disposition des systèmes d'interopérabilité automatique comme des web services ou des API. Donc l'idée était de faire ce lien avec la RPA. Donc la RPA est paramétrée avec des règles de gestion qui permettent en fait de faire de la recherche, de faire de la détection si les dossiers sont à créer ou sont à mettre à jour, de la même manière que si c'était un agent qui le faisait. Donc, pour faire le lien avec les appels à projets et les critères de sélection, en fait, j'en ai listé un certain nombre, mais principalement, les améliorations ont porté sur le service rendu, qui était du coup plus rapide pour les usagers, et pour les agents, l'idée était quand même de leur faire gagner du temps sur ces tâches chronophages, et on a pu ainsi libérer 2 ETP, donc équivalent temps plein, pour permettre à ces agents de se concentrer sur leur cœur de métier, à savoir l'instruction du dossier lui-même. Donc on vous passera les diapos pour avoir le détail de ces critères. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les gains portent principalement sur la productivité, mais aussi en termes qualitatifs, puisqu'il y a la fiabilité des données de transfert et la fiabilité de transfert des documents aussi, qui est assez importante pour ce projet-là. Et c'est un projet qui du coup va évoluer, puisqu'il y a des fonctionnalités qui vont être implémentées en termes de fonction métier et puis de contrôle, surtout métier. Et c'est un projet qui va être étendu en termes de périmètre à d'autres périmètres, notamment sociaux, et notamment MDPH. MDPH, c'est pour les personnes handicapées. Merci Hervé. Pierre? Donc, effectivement, notre accompagnement Artimon, Atoll CD, UiPath. Alors, pour comprendre notre accompagnement, je vous propose de revenir très rapidement sur quelques points clés des projets qui seraient ciblés dans ces appels à projets. On l'a évoqué à plusieurs reprises, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on est sur des projets impactants, avec des bénéfices tangibles et très significatifs, à la fois pour les agents et les usagers. Donc, ils doivent répondre en fait au traitement de l'ensemble d'une chaîne. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle du sujet de gestion des subventions, je dirais, c'est depuis le dépôt d'une demande de subvention jusqu'à l'archivage définitif du dossier une fois qu'il a été traité, liquidé, etc. On n'est pas uniquement sur une petite partie du process, on est vraiment sur l'intégralité du parcours et du process. Et on a un point clé, c'est que ces projets doivent pouvoir passer à l'échelle. C'est-à-dire, en gros, on doit pouvoir les délivrer en mode grandeur nature et en mode production récurrente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur le stade de l'expérimentation, on est vraiment dans le stade de la production courante. Et donc, pour faire ça, il faut bien sûr s'appuyer sur des solutions technologiques qui soient robustifiées, qui soient pérennes. Voilà quelques points clés des projets, avec peut-être le 7e, puisque les autres, j'en ai parlé. Il faut avoir une approche agile, itérative, qui permette d'assurer du bon aboutissement du projet. Et au regard de ces points clés des projets, on vous propose un dispositif d'accompagnement, d'abord qui s'appuie sur, en quelque sorte, un collectif autour de 3 étiquettes. Je vais commencer par UiPath, qui est la solution de RPA que l'on vous propose, qui est une solution leader sur son marché et qui est complètement robuste, qui peut traiter la plupart des cas de figure, enfin voire tous les cas de figure sur la RPA. Atoll, qui a donc, la présentation de Charles vous l'a montré, des expertises autour
de tous ces projets de technologie, tout en pouvant également s'inscrire dans la transformation de ces processus. Et puis Artimon, qui est donc le cabinet qui va plutôt traiter les dimensions organisationnelles, réingénierie de processus et tout l'aspect conduite du changement, avec également la préparation du dossier de candidature. Et on considère que c'est cet ensemblier qui est indispensable pour vous apporter une réponse unique, en quelque sorte, sur la prise en compte des différents je dirais, temps du projet. Le premier temps, c'est la recherche et la feuille de route, cibler les cas d'usage à potentiel, pouvoir les étayer avec quelques entretiens avec vos services, vos directions, vos agents, et je dirais collecter les informations qui vont permettre de définir des indicateurs quali ou quanti de gains escomptés qui soient ancrés dans la réalité du terrain et qui ensuite pourront du coup être présentés en termes de taux d'avancement à la DITP. Le deuxième sujet, c'est le montage du dossier de candidature avec notamment tout le marketing projet qu'il va falloir faire. Au-delà du marketing, c'est bien expliquer, bien présenter ce projet dans les différentes dimensions liées aux critères d'éligibilité que nous avons vus tout à l'heure. Le troisième temps, c'est l'expérimentation, qui peut d'ailleurs être parallélisée ou qui peut précéder le dossier de candidature. Il n'y a pas d'ordre, je dirais, sur l'expérimentation. L'idée, c'est quand même d'avoir des projets qui soient avec une garantie d'aboutissement très concrète. Donc, si on a expérimenté avant, c'est mieux. Sinon, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas rédhibitoire. Donc, là, on a bien sûr l'expérimentation avec la solution UiPath et puis l'expertise d'Atoll pour le paramétrage et le développement de cette solution. Ensuite, c'est le passage à l'échelle. L'important, pardon, voilà, c'est ça, c'est la capacité surtout à projeter quelque chose qui soit industrialisable. C'est ça. Et c'est ce sur quoi nous, Atoll Conseil et Développement, on apporte le conseil pour pouvoir structurer une plateforme qui soit extensible, qui puisse tenir la charge, monter en charge. Et c'est ce pourquoi on s'est basé sur la technologie UiPath, qui offre ces gages de performance et les outils également nécessaires à la mise en œuvre de projets transversaux comme ils doivent l'être à l'échelle du système d'information. Tout en ayant, notamment avec le studio, la capacité d'impliquer les métiers et donc de ne pas faire que du pur projet IT abscon et qui ne soit pas, comment dire, ni pensé ni utilisé par les métiers. Voilà. Et l'enjeu aussi de l'expérimentation, quelque part, c'est de dresser effectivement un bilan de cette expérimentation pour justement préciser et affiner les conditions du passage à l'échelle, qui est, je dirais, l'étape suivante. Pouvoir déployer à grande échelle je dirais, les plateformes et les solutions et les process qui auront été définis. Et donc, évidemment, tout ça n'est pas qu'un projet technologique. Il doit s'accompagner, puisqu'on est sur des projets structurants et de grande ampleur, d'une transformation des organisations et des process. À la fois, je dirais, les process opérationnels, où on va devoir se poser des questions sur eh bien, ces agents qui finalement retrouvent de la disponibilité, retrouvent de la marge de manœuvre. Où est-ce qu'on remet l'effort, entre guillemets? Est-ce qu'on est dans l'accompagnement de proximité, par exemple, des usagers au sein des territoires, par exemple, dans des unités territoriales que vous auriez? Est-ce qu'on remet les agents sur les équipes sur le lissage des pics de charge que vous pouvez avoir pour garantir des délais de traitement des dossiers qui soient toujours performants? Voilà, donc il y aura toutes ces questions à réadresser sur la réingénierie de processus. Et également, on a le sujet de la supervision des robots. La mise en place des robots, c'est un dispositif, c'est une plateforme qui se supervise. Et donc, il faut mettre en place des dispositifs de contrôle et de gouvernance qui viennent accompagner, je dirais, le MCO des robots, mais aussi, je dirais, un peu plus que le MCO, c'est l'amélioration continue. Et tout ça, c'est un sujet d'organisation de processus et de gouvernance au sein de vos structures. Et enfin, le dernier point sur lequel nous sommes en mesure de vous accompagner, c'est le sujet de pilotage, de suivi et d'évaluation. Comme on l'a dit tout à l'heure,
le projet ne s'arrête pas à sa mise en production. Il faut ensuite, je dirais, s'assurer de la bonne atteinte des indicateurs et des résultats qui ont été définis dans le dossier de candidature. Et donc, on va concevoir un dispositif de gouvernance et de pilotage qui va permettre justement de piloter et de suivre ces objectifs quanti et qualitatifs. Très bien, merci Pierre. Nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, merci de votre attention et à toutes celles et ceux qui ont posé des questions. On va tâcher d'y répondre. Il y a quand même un certain nombre de questions, peut-être qu'on ne répondra pas là à toutes. Il va être l'heure de vous laisser aller déjeuner. Mais on le fera par mail a posteriori. On répondra à tout le monde. Alors, je vais poser les questions et puis on va tâcher d'y répondre. Alors, il y a une question notamment de l'ACPAM, donc Caisse primaire d'assurance maladie, voilà, qui nous demande si ils peuvent être bénéficiaires de cet appel à projet, les CPAM étant des organismes privés. Est-ce que toi, Pierre, tu as une idée de la réponse? J'aurais tendance à dire que oui, mais ça restera à vérifier hein, par rapport au statut spécifiquement des CPAM, hein, comme tu dis, Charles. Donc ça, on pourra peut-être revenir vers ces personnes pour préciser les choses. Oui, voilà, on s'est effectivement posé la question, donc avec la CPAM, avec la CNAV, avec l'UNEDIC, mais qui sont voilà, des organismes associatifs ou privés qui sont de financement public, de droit public, enfin, d'une certaine manière, enfin, en tous les cas, il y a une notion de peut-être ministère de tutelle ou en tout cas de tutelle qui pourrait bénéficier de ces financements et qui pourrait faire redescendre cette capacité budgétaire. C'est des choses qui sont à creuser de notre côté. On tâchera de vous apporter un peu plus d'informations. Mais ce qui est clair, c'est que le porteur du projet doit être une direction d'une administration centrale, donc d'un ministère, une direction des services déconcentrés ou bien une direction d'un opérateur. Voilà. Donc, effectivement, comme le dit Charles, rien n'empêche à ces directions de porter des projets sur des entités qu'ils ont dans leur tutelle, mais dans ce cas-là, le projet doit être porté par l'une de ces trois entités. Alors, une autre question, un POC peut-il bénéficier de ces subventions? Moi, j'aurais tendance à dire les POC ne sont pas exclus, mais comme on le disait tout à l'heure, on est sur des projets relativement emblématiques. Alors, d'ailleurs, sur ce sujet, hein, on sera peut-être sur des petits écarts entre le dossier de candidature qu'on a aujourd'hui en notre position pour les administrations centrales et déconcentrer les opérateurs, par rapport aux dossiers de candidature qui seront ceux des collectivités territoriales. Il y aura peut-être des petits écarts. Donc aujourd'hui, sur le dossier de candidature qu'on a à notre disposition, pour les administrations centrales déconcentrées et opérateurs, j'aurais tendance à dire un POC peut bénéficier de ces subventions s'il s'inscrit très clairement dans une logique de passage à l'échelle. Donc je dirais, il faut plutôt présenter un dossier d'un projet de passage à l'échelle, donc un projet en fait qui est un projet industriel entre guillemets, c'est-à-dire qui a vocation à être mis en production sur l'ensemble de la structure et qui passe par une étape préalable de POC. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'entrevoir. Si vous mettez en place un dossier uniquement pour le financement d'un POC, à la fois par rapport aux montants qui sont évoqués, hein, c'est-à-dire que les montants d'éligibilité sur l'ITN 8 on est sur du 250 000 euros pour les administrations centrales et 150 000 euros pour les administrations déconcentrées, ce qui pour un POC est quand même bien au-dessus, si vous voulez, des enveloppes. Donc, je ne pense pas que poser un dossier de candidature pour un POC passe. En revanche, poser un dossier de candidature pour un projet qui a comme étape préalable un POC est plutôt rassurant. Ça passe. Enfin, ça pourrait passer, je pense. Il y a également, je pense, il faut mettre en perspective le cadencement des appels à projets et le déblocage des budgets. Ce qui veut dire que clairement, aujourd'hui, j'allais dire de manière assez pragmatique hein, dans ma vision des choses, je dirais plutôt prenez le temps
de projeter un POC qui peut se réaliser dans un délai de 2-3 mois avec les résultats, l'analyse des résultats apportés, en mobilisant, comme le disait Pierre tout à l'heure, des sponsors au niveau direction générale pour pouvoir justement aller vers la constitution d'un dossier qui soit bien étayé avec un POC, des sponsors, une vision structurante stratégique à long terme. Et tout ça peut se faire dans le premier semestre 2021 et vous laisser le temps potentiellement de bénéficier de ces financements. Voilà, Mais, donc, il faut aussi travailler, du coup, comme on est dans une logique effectivement de projet de passage à l'échelle, hein, des conditions de transformation de ce POC sur une grande échelle, sur les dimensions également organisationnelles et processus. bien sûr, tout à fait. Donc ça, on est clairement à votre disposition pour échanger sur ces sujets-là. Une autre question. Alors, en termes de marché public, comment se déroule un appel à projet? Si la candidature est retenue, est-ce qu'un budget est obtenu ou faut-il ensuite passer par une phase de marché traditionnelle? Alors, donc un appel à projet, c'est effectivement un financement. Ensuite, vous êtes libre, vous, pour solliciter, si la question va dans ce sens, hein, parce qu'elle est à double sens en quelque sorte, mais si vous parlez de passer un marché pour solliciter vos prestataires, soit vous passez par le canal effectivement appel d'offres public, soit vous passez par les canaux des plateformes d'achat qui existent au niveau de l'État ou au niveau des plateformes d'achat collectivités territoriales. Hein, il n'y a pas nécessairement l'obligation de passer par un marché public, mais comme on est quand même sur des budgets et des tailles de projets qui sont significatives, je dirais, il faut formaliser en tout cas une procédure. C'est très clair, il faut formaliser une procédure qui va vous permettre de contractualiser avec vos prestataires. Ensuite, sur l'obtention du financement, là, c'est le dossier de candidature. Et puis ensuite, j'imagine qu'on a une notification. Donc, le dossier de candidature, il faut le déposer avant les dates limites qui sont publiées pour chacun des appels à projets sur la plateforme qui est dédiée au dépôt de ces candidatures. Et voilà, il faut respecter effectivement les conditions de date et d'heure limite de dépôt des dossiers de candidature. Et après, j'imagine que vous êtes notifié et que les fonds seront débloqués au moment de la notification avec probablement un versement en plusieurs acomptes. Après, effectivement, sur le canal marché, il y a plusieurs, je pense, possibilités. Sur la partie logicielle comme sur la partie prestation, il y a aussi du gap qui reste à disposition. Nous, en fonction des typologies d'opérateurs, on est aussi bénéficiaire d'un marché qui s'appelle valorisation de la donnée auprès d'une centaine de bénéficiaires, gouvernement central, enfin administration centrale et en lien avec les ministères dont font partie par exemple les universités, sur lequel il est possible de faire de la data, de l'automatisation et donc de l'IA et de la RPA. Voilà, donc c'est à qualifier au cas par cas, mais effectivement, il faut, comme le disait Pierre, formaliser une procédure quoi qu'il arrive. Et bien entendu, il y a aussi les marchés d'innovation qui existent. Il est possible, sans mise en concurrence, de passer des marchés innovation, donc, qui peuvent ou non être basés sur des POC. La procédure d'achat innovant, oui, tout à fait. C'est ça, exactement. Alors, une dernière question peut-être, il est 12h20. Cet accompagnement est accessible avec les canaux d'achat. Donc ça, c'est, je pense, effectivement, ce à quoi on vient de répondre. Voilà, écoutez, je pense avoir un peu fait le tour des questions. Donc, voilà, si nous avions quelque chose de plus à préciser, Pierre, Hervé. Non, on se tient à votre disposition, naturellement, pour des questions complémentaires suite à ce webinaire. Alors, merci à toutes et à tous de votre attention, d'avoir participé à ce webinaire. On espère que voilà, il vous aura offert un éclairage, si ce n'est suffisant, au moins vous aura permis
d'appréhender ce potentiel que vous offre le plan de relance. On reste évidemment à votre disposition pour échanger. Nous vous ferons parvenir le replay, donc le chemin vers la vidéo de cette présentation et on vous souhaite donc un très bon appétit et un bon week-end et puis de bonnes fêtes de fin d'année également puisque ça approche. Oui. À très bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.